On va faire rapide, a priori, Fabio a dit qu'il faut être rapide quand c'est les gens du service. Et ben aujourd'hui, c'est Charles qui nous fait séminaire sur l'IIT, State of the Art. Donc ça va être un domaine assez intéressant parce que bon, on a des machines qu'on sous-utilise. Ça va être un domaine de recherche, je pense, pour toi. Et il y a pas mal de nouvelles données, pas que dans le SDRA, je crois. Et tu vas un peu nous éclairer sur ça. Yes. Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous. Donc en effet, on va parler de l'IIT qui en français se traduit par tomographie par impédance électrique. Donc un conflit d'intérêt avec la présentation. Donc on va aborder ça en 4 points. On va d'abord parler un peu des principes physiques et de la définition de l'IIT pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne parce que c'est un outil qu'on n'utilise pas du tout dans le service à l'heure actuelle. Ensuite, je vais vous présenter l'appareil qu'on a ici à notre disposition, que vous voyez ici au fond de la salle, vous expliquer un peu comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et ensuite, les évidences qu'il y a dans la littérature sur la tomographie par impédance électrique. Et enfin, les perspectives cliniques et de recherche au sein du service qu'on peut proposer. Donc, le principe physique en fait, de l'IIT, c'est que c'est la tomographie par impédance électrique, ça utilise le principe de l'impédance. L'impédance, en fait, c'est l'ensemble de la résistance et de la réactance que l'on retrouve dans les courants alternatifs à un passage d'un courant électrique. Donc, simplement, l'impédance, si vous voulez, c'est en gros la résistance à un courant électrique. Sauf qu'on utilise ici dans l'IIT un courant alternatif. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'impédance et pas simplement de résistance. Et globalement, dans les différents tissus du corps humain, l'impédance, elle est variable, elle est différente. Donc, c'est-à-dire que si on parle d'os, par exemple, l'impédance est très élevée. Si on parle du poumon, elle est aussi plus élevée. Par contre, le muscle, le sang, etc., aura des impédances beaucoup plus faibles, parce qu'il y a beaucoup plus de tissus et parce que dans le sang, en fait, il y a du liquide, tout simplement, qui permet le passage plus facilité du courant électrique. Donc, voilà globalement qu'est-ce que c'est l'impédance de façon assez simple. Et donc, globalement, l'IIT, c'est un set d'électrodes. Donc, au total, sur la ceinture ici, on a 16 électrodes qui, en fait, envoient chacun un courant, en fait, entre deux électrodes, qui va être mesuré par les différentes électrodes autour du patient. Et donc, c'est un delta de potentiel qui passe. Et cette impédance est mesurée par la machine et le logiciel qui permet une reconstruction de l'image. Et donc, c'est un peu le même principe sur la reconstruction de l'image que pour un scanner. Donc, un scanner, c'est un rayon X qui traverse le corps avec une émission, et en fait, derrière, il y a quelque chose qui reçoit le rayon. Et donc, là-dessus, en fait, il y a un calcul qui se fait sur la radioabsorption du corps humain. Et donc, en fait, l'IIT, c'est la même chose dans ce principe-là. Sauf qu'on n'utilise pas les rayons X, on utilise un courant électrique. Et le problème d'un courant électrique, c'est que ça donne une mauvaise résolution spatiale. Parce que l'électricité, ça passe où ça peut passer, où c'est le plus facile. Quand vous voyez un éclair, ben, ça fait des zigzags. Et c'est exactement la même chose en fait dans le corps humain avec un courant alternatif. Donc, globalement, la résolution spatiale, elle est très mauvaise. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Par contre, la résolution temporelle, elle est très bonne. Parce qu'en fait, un courant électrique, on peut le faire tourner très vite. On peut mettre des hautes fréquences. Et donc, c'est ça qui permet d'avoir en fait une très bonne évaluation fonctionnelle en fait, de comment le poumon va fonctionner. Et donc, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a deux électrodes, que vous voyez là, qui en fait, il y a le courant qui est entre les deux et les différentes électrodes autour vont voir la différence, enfin, un calcul d'impédance. C'est ce qui va permettre des reconstructions d'images. Et donc, au plus, simplement les- les- sur l'appareil ici, au plus l'impédance est élevée, au plus les régions vont être colorées. Et il y a deux différences, enfin deux choses que la machine ici peut calculer, c'est-à-dire la ventilation et la pulsatilité. Donc sur la ventilation thoracique, le principe est assez simple, c'est-à-dire tout simplement que l'air, c'est un isolant. C'est un isolant pour les courants électriques. Et donc quand les alvéoles se remplissent d'air, l'impédance électrique, elle va augmenter. Parce que c'est plus difficile pour le courant électrique de passer dans les poumons qui sont vraiment remplis au niveau des alvéoles. Et donc, dans le cycle ventilatoire, l'appareil de tomographie va permettre vraiment de voir les zones du poumon qui sont ventilées et les zones qui ne le sont pas. Donc, ça permet vraiment de voir l'homogénéité globale de la ventilation au sein de la cage thoracique. Et donc, globalement, quand on regarde cet écran, ce qui est important de savoir, c'est que ça va être divisé en 4 zones.
Et c'est ces quatre zones qui nous permettent un petit peu de déterminer euh, où se trouve la ventilation du patient. Est-ce qu'elle est plutôt antérieure? Est-ce qu'elle est plutôt postérieure? Est-ce que c'est plutôt à gauche? C'est plutôt à droite? Et ça répond un peu aux critères de résolution spatiale qui est assez faible. Et ça nous permet vraiment de voir comment le poumon fonctionne, si vous voulez, dans ces quatre zones de façon assez simplifiée. Donc voilà, ça c'est comme vous voyez de l'autre côté aussi, comment ça fonctionne en temps réel. Donc du côté gauche, c'est la partie bleue, c'est la ventilation, et la partie à droite, c'est la pulsatilité, enfin, c'est le reflet de la perfusion. Et on va discuter de ce que c'est exactement, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de perfusion pulmonaire. Parce que, en fait, l'EIT, donc ici avec ce logiciel, il permet de voir des différents d'impédances qui sont très faibles. Et donc, en fait, le logiciel va permettre de mesurer un signal qui correspond, en fait, à un signal qui est cardiosynchrone. Donc, à chaque fois qu'il y a une contractilité cardiaque, il va y avoir une pulsatilité qui va être vue par l'appareil. Il faut savoir que la variation d'impédance liée à ce signal est extrêmement faible. Elle est 100 fois plus faible que pour la ventilation. Donc, c'est pour ça que c'est très récent, en fait. Parce qu'avant, l'IIT, ça a toujours été le côté purement pulmonaire et la circulation, on pouvait la faire, mais c'est un peu compliqué. Je vais expliquer comment on la faisait auparavant. Mais on ne peut pas vraiment parler de perfusion parce que quand vous avez un capillaire, il va avoir un débit qui va être constant et il ne va pas beaucoup bouger en général pendant quand il y a un battement avec la systole et la diastole. Et donc la variation d'impédance là-dessus va être très faible. Mais globalement, les gros vaisseaux comme l'aorte, les artères pulmonaires, les artères lobaires, elles, par contre, il va y avoir un signal qui va se faire parce qu'il va y avoir une petite variation de calibre tout simplement des vaisseaux. Donc c'est pour ça que c'est un peu un abus de langage de parler de perfusion. Il faut parler de signal cardiosynchrone ou perfusion related VIT signal. Et donc à l'époque, comment on faisait pour voir la perfusion, parce que les gens se concentraient surtout sur la ventilation, ben, on avait la possibilité de le faire en injectant une solution salée. Donc on fait en fait un remplissage de 10 millilitres, simplement, c'était suffisant, avec une pause inspiratoire. Ce qui est peut-être très précis dans le calcul des variations d'impédance au niveau thoracique, mais qui est compliqué à analyser et qui nécessitait en fait une analyse post-hoc. Donc en fait, vous ne pouvez pas faire ça au lit du malade. Maintenant, avec l'évolution un peu au niveau des logiciels, des softwares, etc., on peut faire cette évolution, enfin ce signal, on peut avoir ce signal directement de la perfusion, enfin de la pulsatilité, qui est bedside, et donc on peut voir directement comment ça varie dans les quatre zones, comme pour le thorax. Et donc ça permet d'avoir certaines mesures en plus, et notamment, probablement la mesure la plus intéressante, c'est le rapport entre la ventilation et la perfusion, pour voir un peu comment le patient fonctionne, le poumon et la ventilation chez le patient fonctionne. Donc, en plus de ça, pour vous dire un peu qu'est-ce qui pourrait aller dans le futur, ben, la firme avec laquelle chez qui on a acheté l'appareil veut avancer dans le 3D, en tout cas vendre du 3D. Et donc, en fait, au lieu de mettre une seule ceinture, ils comptent mettre deux ceintures. Mais je vous dis tout de suite, il y a certaines limites par rapport à ça. Et il faut surtout bien, je pense, travailler avec cet appareil en premier lieu, qui permet de faire une reconstruction 2D de comment le poumon fonctionne. Parce qu'il y a certaines limites, parce qu'en fait, il n'y a aucune communication entre les deux ceintures. Donc, en fait, ça fait deux reconstructions, si vous voulez, 2D, tout simplement. Et en fait, les images que vous voyez là, qui sont des images qui sont obtenues par la reconstruction du software, sont des images un peu imaginées. Donc, c'est un petit peu difficile de vraiment se baser là-dessus pour. Enfin, voilà, on verra dans le futur. On aura peut-être la machine en test dans le futur, et on verra bien. Ok. Ensuite, donc tout simplement, c'est pour vous décrire les différentes techniques et les technologies qu'on a à notre disposition pour évaluer le poumon, tout simplement, de manière générale. Et donc, globalement, l'IIT se place comme un peu en regard de l'échographie, comme une mesure qui peut être faite avec une très bonne résolution spatiale, résolution pardon, temporelle, une très mauvaise par contre résolution spatiale. C'est celui qui a la plus mauvaise résolution spatiale, et donc ça permet vraiment de voir comment le poumon fonctionne. Et c'est parce que ça permet tout simplement de voir comment l'air se répartit dans le poumon. Donc c'est vraiment ça l'intérêt le plus intéressant de l'IIT. Alors, donc voilà, ça c'est le résumé que je voulais dire. Juste en plus, c'est relativement bon marché. Il n'y a aucun disposable avec l'outil qu'on a ici. Donc les électrodes sont réutilisables, les ceintures sont réutilisables. Il faudra juste bien les laver entre chaque patient, évidemment. Il n'y a pas d'effet indésirable
reconnu. C'est juste que chez certains patients, on ne peut pas l'utiliser, notamment s'il y a un pacemaker qui est en place, parce que ça va faire des signaux qui vont être, probablement, enfin, qui vont être faussés. Et si vous avez des escarres ou si vous avez des plaies thoraciques importantes, évidemment, ça va être compliqué d'interpréter. Donc l'outil, donc c'est là, c'est un écran qui est sur roulette, il y a un ensemble de ceintures et d'électrodes. C'est d'office un branchement par une prise électrique parce qu'il n'y a pas de batterie. Il y a 4 tailles de ceinture au total, SS, enfin S, M, L, L. La ceinture, en fait, pour savoir laquelle vous devez mettre chez le patient, vous devez la plier en deux. Et avec 3 doigts de chaque côté, en fait, vous voyez, en fait, ça doit passer, en fait, de part et d'autre des patients. Et donc ça vous permet de savoir quelle taille vous allez mettre chez le patient, parce que la mise en place est quand même un petit peu difficile, donc il vaut mieux quand même mettre directement la bonne ceinture. La ceinture, elle est légèrement extensible. Il n'y a vraiment aucune nécessité que ce soit trop serré. Ça fonctionne très bien. Si elle est un peu lâche, si on sait mettre 2 doigts entre la ceinture et le patient, ça marche très très bien. Et il y a une paire d'électrodes par ceinture. Donc les branchements des électrodes, ça se fait par numéro, mais ça, il faut que je forme, je pense, chacun avant la mise en place et on verra ça par la suite. De toute façon, une procédure sera écrite. Et donc, c'est assez simple, le branchement. C'est juste une chose à ne pas oublier, c'est qu'il faut absolument mettre du gel sur chaque électrode, parce que c'est un peu con, une fois que vous avez mis la ceinture, si vous n'avez pas mis de gel, ça ne va pas fonctionner, en fait, ou ça va mal fonctionner en tout cas. Donc là, le positionnement, c'est légèrement au-dessus des mamelons. Ça passe donc globalement autour. Et alors, c'est vraiment l'électrode 16 et 1, c'est en regard des deux, au niveau parasternal, des deux côtés. Donc attention, s'il y a des plaies thoraciques importantes, s'il y a un pacemaker, s'il y a un Artikson, il ne faut pas les mettre, parce que c'est très compliqué à positionner. En plus, on décolle l'Artikson. Enfin, on peut toujours le faire, mais globalement, je pense que c'est assez difficile. Et s'il y a un patient qui a un neuromonitoring, il faut absolument le mettre plusieurs, parce que ce serait con quand même quand on passe la ceinture, qu'on décroche quelque chose ou on accroche en tout cas un câble de neuromonitoring. Donc le positionnement, on peut aussi vérifier avec la radiothorax. Et alors, donc globalement, comment se présente le software? Donc une fois que vous avez mis votre ceinture, que vous avez un bon signal de bonne qualité, ça c'est comment ça se présente. Et donc, vous avez du côté gauche, comme je l'ai dit, le côté ventilatoire, du côté droit, le côté pulsatilité, et ça se répartit en 4 zones. Et c'est comme un scanner, c'est-à-dire que tout ce qui est en haut, c'est antérieur, tout ce qui est en bas, c'est postérieur. Ce qui est à gauche est à droite, ce qui est à droite est à gauche. Donc, c'est tout simplement comme si devient une image de scanner. Ici, on peut décomposer euh, les différentes régions de cette façon-ci. Vous avez la région d'intérêt 1 qui sera la région antérieure à droite, la région intérêt 2 qui sera la région antérieure à gauche. Et donc, en fait, chacune de ces régions peut être divisée en pourcentage de où se fait la ventilation. Et donc, quand vous voyez le ROI 1, c'est-à-dire que 18% de la ventilation se fait là. Quand vous avez le ROI 2, là, ça veut dire que 27% de la ventilation se fait là. Et donc, ces grosses différences vous permettront de voir exactement où la ventilation se fait. Alors, il y a ensuite des images, donc c'est simplement pour représenter qu'est-ce qu'on peut faire avec le logiciel. Donc, il y a tout simplement des trends, donc on peut regarder l'avant-après, quand on fait un changement, un simple changement chez le patient. Il y a une analyse en plus que peut faire la machine qui est le match image, qui permet de voir entre les zones ventilées et les zones perfusées quelle est la différence. Alors sur les machines qu'on a ici, on n'a pas cette application, mais on n'en a pas forcément besoin, parce qu'on peut faire des rapports entre la perfusion et la ventilation par cadran. Donc c'est pas vraiment nécessaire d'avoir absolument cette image. C'est juste une représentation graphique finalement. Et enfin, le truc le plus intéressant pour l'IRIT, c'est faire des analyses, et notamment à différents niveaux de PIP, pour voir le gain en compliance et la perte en compliance selon le niveau de PIP, pour savoir quelle est la meilleure, la meilleure PIP pour le patient selon l'IRIT. Et donc ça, c'est un écran, donc si vous voulez, ça c'est donc en 10 minutes. On a baissé globalement, on a baissé progressivement la PIP de 2 points à chaque fois. Ici, on faisait ça en un peu plus d'une minute entre chaque niveau de PIP. Et en fait, la machine va permettre de calculer la compliance qui est perdue quand il y a un haut niveau de PIP et la compliance qui est perdue quand il y a un bas niveau de PIP. Et pour savoir quelle est la meilleure PIP pour le patient, en fait, il y a 2 courbes qui se font. Donc, quand vous avez le haut niveau de PIP, hein, ça baisse la perte de compliance, au plus vous baissez la PIP. Et inversement, en plus, vous avez une perte de compliance par le bas niveau de PIP, ben, ça fait une courbe comme ça. Et donc, en fait, il faut voir la PIP à l'endroit où se rejoignent
les deux courbes. Donc globalement, ici, c'est la pipe à 10 qui sera la meilleure pour le patient. Voilà, donc ça c'est un autre exemple où globalement, vous voyez, c'est la représentation est vraiment très, très simple, hein. En jaune, c'est quand il y a une perte de compliance à haut niveau de pipe. En gris, c'est quand il y a une perte de compliance à bas niveau de pipe. Et donc là, le poumon est complètement collabé au niveau postérieur. Là, on perd en compliance parce que probablement qu'on hyperinflate les zones antérieures du poumon. Et donc la meilleure pipe serait ici à 11. Et en fait, globalement, le temps que vous devez faire pour diminuer la pipe, en 30 secondes, c'est suffisant. 10 cycles de respiratoire, c'est largement suffisant. Il ne faut pas attendre 2 minutes à chaque fois, parce qu'en plus, ça prend un peu de temps. Donc voilà. Ici, on peut le faire en 2 minutes, et, enfin en 5 minutes, même pas. Et on a déjà des résultats qui sont assez probants. Alors, donc ensuite, je vais vous partager quelques petites situations cliniques pour que vous compreniez un peu comment on peut utiliser la machine au lit du malade. Donc ici, c'est sur la ventilation. Donc, situation un peu cocasse, en fait, on met la ceinture et en fait, ici, ça ventile pas parce que le patient est déconnecté du respirateur. Bon, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne par rapport à ça aussi. Donc, une fois que le patient on l'a reconnecté au respirateur, en fait, il y aura une zone du poumon, enfin, une seule partie du poumon qui va vraiment ventiler. C'est la partie ici postérieure à droite. On fait une fibroscopie, on gagne un petit peu, bon, ça ne s'affiche pas. On gagne un petit peu sur la zone ici de postérieure de l'autre côté. Mais de toute façon, pour le patient, il n'avait pas changé grand-chose. Il a fini sous ECMO, ce malade, par la suite. Pour le recrutement pulmonaire aussi, donc ça c'est l'intérêt, ça on en a déjà parlé avec les différents niveaux de PIP, et donc ça fait un peu partie de l'ensemble de la procédure qu'on doit implémenter dans le service sur la manœuvre de recrutement, quelle technique utiliser. Là, c'était sur la distance maximale mesurée. On voit que le patient était recrutable. On voit clairement qu'on a une zone qui est moins bien ventilée du côté droit. Et donc, on utilise l'outil à notre disposition, qui est la même image que tout à l'heure, qui nous permet de savoir que la meilleure pipe chez cette patiente était de 10 et de 11. Alors, le signal de pulsatilité, pour vous représenter un petit peu qu'il peut y avoir des artefacts et une problématique quand même à la lecture de ce signal chez certains patients. Ici, c'est un patient qui a une énorme cardiomégalie. Les images ont été prêtées par un collègue de Livourne avec qui on travaille et qui est expert dans l'IIT aussi. Et donc ici, globalement, avec un cœur aussi large, c'est vraiment très difficile d'avoir une vraie interprétation de la pulsatilité chez ce patient. Autre chose, ça c'était pour il présentait les datas comme ça chez certains des patients. Donc ici, c'est un patient qui est en fin de vie, qui finit avec une déconnexion au tube. Et en fait, c'est des soins de confort qui sont mis. Il y avait la ceinture dialytique qui était mise. Et donc, il nous a montré ce que ça représentait quand le patient venait à mourir. Globalement, la pulsatilité globale diminue progressivement liée à l'arrêt cardiaque. Situation clinique numéro 5 qui est beaucoup plus intéressante parce que ça permet vraiment de montrer jusqu'où on peut aller avec cet appareil. C'est un appareil qui a une énorme pneumopathie du poumon droit, ici, chez qui, en fait, ils ont été mettre en fait un tube double lumière avec une ventilation différentielle entre les deux poumons. C'est-à-dire que le poumon droit, ici, ils ont mis une pipe beaucoup plus importante, donc avec des niveaux de pipe qui étaient de l'ordre de 20, et du côté gauche, ils avaient mis une pipe qui était de l'ordre de 10 pour éviter des zones d'hyperinflation. En fait, ce qui est bien avec cet appareil, c'est que ça nous permet de voir comment on avance, comment on fonctionne, vers quelle direction on va chez le patient, parce que est-ce qu'on hyperinflate la zone ou pas, ça peut vraiment nous permettre d'avancer chez ces patients-là. Et donc ici, chez ce patient, en l'occurrence, ils avaient su avancer, ils n'avaient pas dû passer par une ECMO, en tout cas chez ce malade, qui avait évolué favorablement. Ici, c'est une autre situation, donc c'est purement sur le plan diagnostique. Donc ça peut être l'autre utilité de l'IIT, c'est que vous avez intubé un patient, il est en RDS, vous mettez la ceinture, et 24 heures plus tard, en fait, il a un pneumothorax, parce qu'en fait, vous voyez en fait que la ventilation ici, dans la région qui était la région 2, alors qui était bien perfusée, et la ventilation se fait mal. Et en fait, là, en l'occurrence, le patient avait un pneumothorax. Voilà. Donc, en conclusion, l'IIT a un intérêt pour le monitoring longitudinal de la ventilation. Peut-être que dans les premières 24 heures d'un patient en RDS intubé et ventilé qui a un scanner, ça a du sens pour voir un petit peu la trajectoire que prend au niveau fonctionnel sa ventilation.
C'est un outil qui peut être pratique aussi peut-être au niveau thérapeutique. Donc, si par exemple vous avez un patient, vous savez qu'il a une atélectasie, parce que vous l'avez vu à la radio, vous mettez l'IIT et vous voyez que la manœuvre de kiné améliore ou pas le patient, ben, vous pouvez aussi la tester en fait tout simplement sur l'IIT parce que vous verrez que le patient reventile de ce côté-là. Donc après une VNI aussi éventuellement. L'optimisation de la PIP, évidemment, c'est très utile. Ça permettrait de décrire aussi des phénomènes physiopathologiques difficiles à décrire, Luft. Donc ça, c'est le fait que des alvéoles qui sont en début de la phase inspiratoire vont en fait se vider dans d'autres alvéoles. On pourrait éventuellement voir ça avec du Region Ventilation Delay dans l'EIT. La vasoconstriction hypoxique. Donc ça, c'est si par exemple vous voyez que le patient il a un maintien de la pulsatilité dans les zones qui sont peu ventilées. Et alors éventuellement sur les rouées open pressure, sur lesquelles on devrait peut-être travailler en tout cas. Et alors des techniques de ventilation avancées. Alors les évidences au niveau de l'IIT, globalement, on va discuter de quelques études que je trouve les plus intéressantes actuellement, qui ont été récemment publiées. Donc nous, on se posait la question éventuellement si on pouvait labelliser la RDS ou l'insuffisance respiratoire aiguë chez les patients qui arrivent aux soins intensifs. L'IIT, ça a déjà été fait, et l'IIT permet de le faire. Alors ici, en l'occurrence, c'est une étude où ils ont utilisé la méthode de perfusion avec un bolus de solution salée. Donc c'est des choses qui ne se sont pas faites vraiment au lit du malade, hein. C'est par la suite, de façon rétrospective, où ils revoient, ah bah oui, en post-hoc analyse, en fait, le patient, il a une perfusion qui est moins bonne de ce côté-là. Et donc globalement, ils ont mis en évidence des embolies pulmonaires. Pas beaucoup. Et en fait, le problème de l'embolie pulmonaire avec l'IIT, ben, c'est la résolution spatiale elle est vraiment pas si bonne que ça. Et donc, vous allez louper des embolies pulmonaires si vous basez que sur l'IIT, parce que vous allez louper des embolies segmentaires et sous-segmentaires. Ça permet juste de voir les grosses embolies pulmonaires, lobaires, mais je pense surtout au niveau des artères pulmonaires. Et enfin, il y a une autre catégorisation qu'on peut faire tout simplement entre les patients qui n'ont pas de gros mismatch perfusionnel et ventilatoire, qui sont les patients qui ont un ARDS diffus. Contrairement à l'ARDS qui serait plus localisé, une grosse myopathie, où la ventilation ne se fait pas du tout, par exemple ici sur le poumon gauche du patient. Alors, dans d'autres études observationnelles, ben, ici, ils ont fait sur la prône. Donc, c'est de nouveau une équipe chinoise, parce qu'ils travaillent beaucoup là-dessus, les Chinois. Il faut savoir que le logiciel, enfin, la machine a été faite en Chine. Donc ici, c'est sur la prône, tout simplement. Et donc, tout simplement, ils ont observé le rapport ventilation-perfusion après 4 heures de prône chez les patients qui étaient en ARDS. Et donc, globalement, si vous avez un rapport ventilation-perfusion qui est bon après 4 heures d'ARDS, après 4 heures de prône, vous avez une meilleure compliance, des meilleurs paramètres ventilatoires globalement. En fait, ce qu'ils voulaient faire ici dans cette étude, c'était comparer des patients qui étaient jugés répondeurs à la prône. Et pour juger que les patients étaient répondeurs, en tout cas, ils les ont classifiés en étant comme répondeurs, si le rapport ventilation-perfusion que vous obtenez avec l'IIT augmente de 10% après 4 heures de prône. Donc ça peut être éventuellement un des intérêts, parce que globalement, les patients qui étaient jugés répondeurs avaient une mortalité qui était plus faible, parce qu'en fait, ils étaient répondeurs à la prône, parce que vous améliorez en fait l'homogénéité du rapport ventilation-perfusion du poumon. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les patients qui étaient les moins répondeurs sont les patients qui avaient un rapport ventilation-perfusion qui était déjà bon au début. Donc probablement, si vous avez un rapport ventilation-perfusion qui est bon, en toute logique, vous n'allez peut-être pas très bien répondre à la prône parce que vous êtes il y a déjà une certaine homogénéité pulmonaire. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. On va prôner le patient. Mais c'est juste que c'est peut-être un point qu'on peut se dire, ben, tiens, le rapport ventilation-perfusion après 4 heures de prône, est-ce qu'il y a eu un changement avant, après? Ça peut être éventuellement intéressant. Et donc, c'était des patients qui avaient une franche amélioration du rapport P sur F après la prône entre les répondeurs et non-répondeurs par ce principe-là. Enfin, il y a eu quelques études interventionnelles. Alors, c'est surtout des études interventionnelles où, en fait, ils ont voulu tester deux façons de guider la pipe. Donc, il y a la façon où on se base sur la table de la RDS, hein, donc simplement le rapport, enfin, au plus on a un FiO2 qui est augmenté, au plus on va augmenter la pipe, de manière générale. C'est des tables d'ARDS qui sont bien connues. Et on va guider la pipe selon l'IIT. Donc ça, c'est 12 patients en ventilation contrôlée. Les patients étant leur propre contrôle, hein, c'est en crossover, donc c'est-à-dire que
On attend un certain nombre d'heures entre la manipulation où on guide la pipe par l'IIT ou on fait selon la table d'ARDS. Et globalement, l'ensemble des mesures de pression, etc., et le mechanical power, en tout cas, était diminué quand on guidait la pipe par l'IIT. Donc ça, il y a un intérêt sur la mécanique ventilatoire probablement. Ici, cette autre étude de Mori qui est très récente, sur 30 patients qui sont ici en pressure support ventilation, avec ici, ce qu'ils vont regarder, c'est la pression transpulmonaire, le meilleur niveau de pression transpulmonaire selon l'IIT. Donc, ils se sont basés pas sur la PIB, mais sur le niveau de pression transpulmonaire, ce qui est intéressant. En plus, on associe la pression œsophagienne dans ce contexte-là, où en effet, il y avait aussi une amélioration de la plupart des paramètres ventilatoires, la compliance dynamique notamment. Euh, donc ça, c'est pour ces études observationnelles. Et au niveau des études interventionnelles, alors il y a une étude très récente chinoise qui est sortie en janvier, justement sur la mortalité, enfin sur le deux niveaux de PIP, de nouveau, donc sur la PIP FiO2 table ou guidée par l'IIT. C'est une étude qui s'est avérée négative. C'était sur la mortalité à 28 jours. Ils ont inclus en total 190 patients. Mais par contre, il y a quand même quelques choses qu'il faut se dire sur cette étude, c'est que la mortalité était très élevée. On est à 55 et 52% de mortalité, contrairement à l'étude qui est assez similaire où c'était la PIP guidée par la pression œsophagienne, où la mortalité est plutôt de 27%. Donc c'est quand même une grosse différence par rapport à ce qu'on peut voir dans les études précédentes dans la RDS. Il y a quand même un sous-groupe sur lequel ça a l'air d'être utile, c'est chez les patients qui sont recrutables selon le R sur I. Quand vous guidez en fait c'est du sous-groupe évidemment, avec une étude qui n'est pas terminée, enfin qui n'a pas été jusqu'au bout de l'inclusion. En tout cas, il y a le sous-groupe qui est le patient recrutable. Il y a un signal qui favorise en tout cas l'IIT. Ce qui peut sembler logique parce que peut-être que ils mettaient des pipes plus élevés, en tout cas tout simplement chez les patients qui étaient recrutables, basés sur l'IIT. Donc peut-être qu'on a un gain chez les patients recrutables en plus avec l'IIT. Alors il y a des méta-analyses, mais les méta-analyses globalement, c'est surtout sur la compliance, sur l'ensemble des paramètres ventilatoires, qui de manière générale favorisent l'IIT plutôt que les méthodes conventionnelles. Et donc, globalement, ce qu'on peut dire sur l'évidence de l'IIT actuellement, c'est qu'il y a pas ça n'a pas démontré de bénéfices sur la mortalité chez les patients. En tout cas, quand on guide la PIP par l'IIT, il pourrait y avoir un intérêt chez les patients recrutables, mais il faudra revoir ça par d'autres études. Mais en tout cas, ça apporte une évaluation fonctionnelle bedside. Il y a vraiment un intérêt à regarder bien ce rapport ventilation-perfusion, notamment chez les patients qu'on met en prône, etc. Et je pense que ça doit être intégré dans une prise en charge globale des patients ventilés, notamment sur la pression œsophagienne, les manœuvres de recrutement et l'ensemble de la procédure qu'on met en route dans le service par rapport à ça. Donc les perspectives cliniques, on a deux appareils, il faut les utiliser, il faut les mettre chez les patients de manière générale, parce que c'est vrai que il faut qu'on se forme. Donc je pense que au sein de l'équipe de kiné médicale, il faut qu'on utilise plus souvent cet appareil. On peut en apprendre beaucoup. Il peut y avoir des choses très intéressantes qu'on peut démontrer, je pense. Donc, je serai un peu plus disponible en avril et je pourrais vous former individuellement si nécessaire. Et en tout cas, pour les patients qui sont plus compliqués, en sevrage difficile, où on doit optimiser la ventilation, les patients avant une ECMO notamment, si on pense on doit aller vers l'ECMO, peut-être que ça a du sens de voir si on peut pas gagner quelque chose sur l'IIT notamment. Donc, il y a pas mal de place, à mon avis, à faire des case series, à regarder un petit peu d'autres choses, à mettre en adéquation la pression œsophagienne, transpulmonaire, la pression pleurale cylindrin thoracique, regarder d'autres choses intéressantes, hein, des phénomènes qui peuvent être rares, des pertes de Luft, des phases de constriction hypoxique, ça peut être tout simplement intéressant de faire des case series là-dessus aussi. On a l'accord du comité d'éthique pour faire une étude de registre. Donc, c'est tout simplement pour faire un registre d'utilisation de l'IIT, à quoi il sert, comment on l'utilise ici dans le service. On peut même regarder dans le registre déjà prévu si on fait une manœuvre de prône, si on fait de la kinésithérapie, qu'est-ce qui change sur les manœuvres, enfin sur les paramètres d'IIT. Donc, on est en train il faut qu'on crée une base de données là-dessus. Et enfin, il y a d'autres questions plus précises qui sont un peu en balbutiement. Sur le monitoring longitudinal de la prône, il y a déjà des études qui ont été faites, mais ici, on a cet appareil qui permet de faire la perfusion bedside en continu, ce qui est quand même largement différent que de faire des injections de solutions salées, d'évaluer comme ça la perfusion de façon répétée. Sur le recrutement régional pulmonaire, mais bon, ça, il faut qu'on travaille dessus et qu'on se mette ensemble. Et voilà. Et merci à tous pour votre attention.
Ah, j'ai fait 30 minutes. Bon, allez vite. Michael? Tu utilises d'abord des créments, tu fais un crément de la fête, à chaque fois que tu fais un test, et par faire un crément de nature, de nature, vous avez Alors, les méthodes qu'ils utilisent pour faire tester la pipe, de manière générale, c'est toujours décrémental dans les papiers. Donc, ils commencent en général à un niveau de pipe à 20 et ils baissent de 2 mm de mercure, enfin 2 cm d'eau, pardon, par pan. Donc, en général, d'ailleurs, sur certaines études, ils font 2 minutes, ce qui est un peu long, je pense. On n'a pas besoin absolument de faire 2 minutes. On a déjà des résultats franchement probants après 30 secondes. Donc, globalement, ce que je retiens, c'est 10 cycles ventilatoires. Donc, voilà. Michel. Si, sur la pipe, là où tu montres Mm. où c'est le mieux, tu as le même genre de résultat sur ta perfusion versus pulsatilité aussi, ou ça et certains corps, ou tu peux interpréter aussi. Alors, il y a le matching index qui sort sur ces courbes, en tout cas. Mais les papiers qui regardent, en tout cas, qui titrent la pipe là-dessus, vont regarder surtout le croisement des deux courbes. Mais en effet, tu as ce matching index qui est ici, qui sort ici, en pourcentage. Qui ici, en tout cas, correspond aussi à cette pipe à 11, en tout cas. Bon, c'est la meilleure ou la meilleure des pipes, donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être regardé aussi. Ouais. Charles, je ne sais pas si tu... attention. L'influence, c'est peut-être un mot qui se parle pas, parce que peut-être on aime bien intellectuellement, quelqu'un s'est dit, tiens, on va me prendre l'endroit où les courbes se croisent. Mhm. Est-ce que d'un point de vue de physiologie, ça fait sens? Est-ce que pour le patient, ça fait sens? Pas forcément. Et pour le moment, les études, elles sont plutôt négatives. Donc, je pense qu'il y aura une réflexion à avoir dans le futur sur quel poids on donne. C'est un peu la même chose pour le R sur les ratios. On donne un peu plus de poids à l'inflation par rapport au recrutement. Mais est-ce que c'est le bon poids? Ça, c'est le premier remarque. Et deux, tu n'as pas trop développé, mais on a l'impression que l'EIT, c'est que pour la RS, c'est que pour élever la tête, est-ce que tu as vu des papiers sur d'autres choses, sur l'UDT, la fréquence respire, ou est-ce que c'est juste un instrument de psychologie? On a vraiment l'impression que c'est plutôt la typologie, hein. En tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de. Enfin, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as vu quelque chose là-dessus, Non, mais moi, c'est. là, on voit que l'UDT pour lui, dans ce drap, ça va un petit peu dans ce point, et je sais plus ça ressenti, je ne peux pas le dire sans ça, mais je pense qu'il va sortir ailleurs de cette EIT. La PEP, c'est bien. Bon, on est à 14 000 études négatives sur le sujet, donc peut-être qu'on va passer à autre chose dans ce sera, ou dire qu'il y a peut-être d'autres choses. Et donc, c'est vrai qu'en soi, on pourrait réfléchir notamment sur le volume, voir est-ce que le volume sur distance, ça pourrait peut-être être un peu plus intéressant, ou avoir des paramètres intégratifs où à la fois on regarde à nouveau la surdistension en haut et des recrutements bas. Et puis après, à nouveau, on en a discuté, tu as un sur ça, probablement sortir l'outil de la RDS, mais chez le patient ventilation spontanée, chez le patient non intubé, ça pourrait être assez sexy. Un patient qui arrive en espace restri au labo, on lui met sa ceinture ET, on voit l'effet non-thérapeutique, c'est pas que diagnostic, c'est plus un avis, hein, c'est un niveau 3. Yes. Je crois que Vincent voulait dire quelque chose avant. Non? Ok, Philippe. Ah, d'accord. Philippe. Charles, je ne sais pas si tu nous entends, si tu m'entends. Ah. Salut Charles, c'est Stéphano. Attends, Stéphano, je te donne la parole tout de suite. Il y a Philippe, parce que tu l'entends Ah, pas, il est pardon. dans la salle. Désolé, Il y a- désolé. Vas-y, bah, en fait, là, il a un appel, Philippe, donc tu peux y aller, Stéphano. Merci beaucoup pour l'exposé. Tu as dit que la résolution temporelle est excellente, mais juste pour comprendre, combien de mesures il y a par seconde? Il y a plus qu'une mesure par seconde ou c'est une mesure par seconde? Ça te donne 25 images par seconde. Ok, Donc, 25 Hertz. ouais.
Donc ça te donne, en fait, le courant même, il est plus rapide que ça, mais ce que le logiciel va te travailler et va te donner comme image finale, ça va être 25 images par seconde. Merci. Je t'en prie. Ouais, Philippot. Mhm. Ça pourrait, ça pourrait. Moi, j'ai pas vu grand-chose là-dessus. Maintenant, peut-être sur cette question-là, donc sur la question d'éventuellement mettre du NO pour voir si ça lève la vasoconstriction hypoxique, ça peut être éventuellement une bonne question. Peut-être qu'on pourrait faire des séries de cas là-dessus aussi. C'est vrai que c'est... Je vais un peu répondre un peu à côté, mais tu l'as dit, là, pourquoi les constructeurs vont rajouter une deuxième ceinture, c'est qu'en pratique, ça représente que 5 cm de poumon en pratique, 5 à 10, tout éloigné de la ceinture on est représenté. Donc déjà, il y a ce problème-là sur la ventilation et sur la perfusion. Quand on reprend les papiers, donc c'est du service hypertonique à l'époque, ça a été comparé à des scintillations, mais avec un coefficient de corrélation qui n'était pas facile. Donc en fait, on est de plus en plus éloigné de la référence, la scintigraphie, ventilation, perfusion, qui est compliqué à faire au son diagnostic. Et donc, ça mériterait, parce que eux, pour le coup, les gens qui ont développé le cinéma continu, ils se sont calibrés par rapport à la méthode SSH. Et la méthode SSH, c'est calibré par rapport à la scintigraphie, avec des résultats qui n'étaient pas bons. Donc en fait, on est de plus en plus sur les mesures dégradées. Et donc, je ne sais pas à quel point euh, ça a marché. Il y a juste, je crois que j'avais vu, ils ont fait un truc chez des cochons où ils ont vraiment manipulé grossièrement, mais c'est carrément des ischémies d'interpulmonaire, tu vois. Je crois que c'est, ils arrivent à le voir. Il y a le cas d'arrêt cardiaque qui est pas caricatural, mais sur la finesse de j'ai gagné 5% sur une vasoconstriction pulmonaire hypophysique, je ne sais pas si ils ont la résolution et la finesse pour le montrer. Ouais. Ça reste grossier quand même, hein, Ouais. tu l'as dit, Mhm. et je pense pour le redire. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y avait même des questions, enfin, c'était posé quand on avait eu l'appareil au départ, si éventuellement il n'y avait pas des possibilités sur ce signal de pulsatilité, de voir si le patient était éventuellement fluide responsive. Parce que si tu as un patient que tu mets par exemple en pause expiratoire, tu vas t'attendre que l'impédance qui est liée en tout cas à la pulsatilité diminue. C'est-à-dire que tu as en fait un remplissage peut-être pulmonaire plus important et donc moins de résistance du courant électrique. Mais ça reste du gros balbutiement. Je pense que c'est pas du tout là-dessus qu'on doit aller tout de suite. Ça peut être un truc à regarder, mais c'est. Tout ça, il y a déjà des machines qui font ça, mais qui ne sont pas jugées efficaces. C'est compliqué à le monnaie avec une présence électrique de responsabilité, mais le degré de cohérence avec Pico et Swan, c'est si bas qu'ils sont pas Ouais. utilisés. Ouais. On s'était posé la question au tout début, en tout cas. Mais je pense qu'il y a d'autres questions sur la ventilation qui sont importantes. Mais surtout, moi, je pense qu'il faut qu'on utilise plus cet appareil. Hein. Patient qui arrive en insuffisance respiratoire au labo de choc, on met une ceinture, on voit ce qui se passe, avant, après. C'est une truc à poser. On met le Swan souvent dans le service, ça reste 5 jours branché, regarder, observer, mais il n'y a pas besoin d'être calibré. Le Pico, il y a une durée de survie avant qu'on a de calibrer 2-3 jours, sur N égale 6 mois. Et on a l'impression quand même, le IT, faut quand même que ça s'investisse, qu'il y ait des gens qui rebranchent les électrodes et tout ça, que les gens le regardent. Et donc toi, quand même, dans l'idée, ça serait que les gens le gardent jusqu'à l'extubation, par exemple. Ça se fait au nez, et c'est pas un truc ponctuel, si on le garde tout le long de son intubation. Actuellement, je dirais que non, parce que je pense que l'IIT, par exemple, le week-end, etc., sera jamais lu, sauf s'il y a quelqu'un qui sait vraiment l'utiliser. Donc, ça va être un petit peu compliqué de. Et je pense que garder un appareil de monitoring qu'on ne regarde pas, ça peut induire des erreurs aussi. Parce que si, par exemple, il y a justement un défaut d'électrode et qu'on voit des chiffres et que les gens n'ont pas l'habitude et font des choses, c'est pas la bonne chose, la bonne pratique. Donc, je pense qu'en effet, en tout cas, sur les 24 premières heures de ventilation d'un SDRA, je pense que c'est intéressant.
Comme ça, on voit l'évolution sur les premières 24 heures. On voit l'évolution en prône aussi. Ça, je pense que ça a probablement tout son intérêt. Mais jusqu'à l'extubation, ça me semble un peu long. Je sais pas. Je pense que ça a discuté entre nous par rapport à ça, mais je crois que 24 heures d'USDRA, en tout cas, c'est essentiel. Peut-être qu'au labo de choc, un peu comme on fait une éco-cœur, en fait, tout simplement. Et on voit l'effet avant, après physiothérapie, avant, après. Moi, je pense que en effet, c'est très élégant de passer en insuffisance respiratoire qu'on n'a pas intubé. Et on met la ceinture, on voit qu'il y a une atélectasie, on essaie de lever l'atélectasie avec nos kinés, ça ne suffit pas, est-ce qu'on fait une fibrovigile? Ça peut être intéressant comme ça aussi. Charles, Ouais, docteur Griton au téléphone. ouais, on t'entend. J'avais juste une question, parce qu'en fait, toi, tu la mets toujours au même endroit, mais imaginons que tu aies un drap focal qui soit sur pas les 5 cm qui sont représentés Mhm. par ta ceinture. Tu pourrais pas la monter, ta ceinture, ou la déplacer? Si, tu pourrais, tout à fait. Si c'est cette zone-là du poumon, tu sais que en regard de ton scanner, tu ne retrouves pas vraiment cette zone-là quand quand tu mets la machine, la ceinture, pourquoi pas? Maintenant, ça pourrait se faire. Pour ça que, en fait, la fameuse ceinture là, qui ferait de la 3D, elle est à deux niveaux. Donc, en effet, tu vas gagner un peu en résolution spatiale parce que tu vas voir un peu ce qui se passe en haut et en bas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, surtout moi, ce que je voulais dire avec cette ceinture 3D, c'est qu'il y a énormément de choses que le logiciel calcule pour nous. Par exemple, ce qui se passe entre les deux poumons, c'est une image qui est donnée par la machine, mais c'est juste pour faire joli en fait, parce que enfin, c'est pas une vraie mesure, quoi. Mais c'est en effet, c'est peut-être vers ça qu'on va se diriger aussi, parce qu'il y a déjà des ceintures à plusieurs niveaux qui existent, hein, qui ont déjà été faits, développés par Drager et tout ça. Mais ici, ils ont pris le parti de mettre une seule ceinture. En tout cas, ça donne déjà des résultats chouettes et probants. Ok, ok. Merci, Charles. Benjamin, quelqu'un d'autre qui a une question? Ok, bah, on a le temps, si vous voulez, on peut regarder un peu la machine là-bas. Allez, je vais couper le.